Et on vous souhaite la bienvenue. On démarre une nouvelle semaine avec vous et Philippe David jusqu'à 19h. Ça va, mon Philippe? Ça va très bien, mais il faut quand même que je fasse un coming out. Écoutez, alors attendez, il faut qu'on se pose 2 secondes. De quel sujet? Vous allez voir, je fais un coming out. Philippe Bilger m'a souvent accusé à ce micro d'être d'un populisme débordant sur l'arbitrage. Quand j'ai taillé les arbitres de la Coupe du Monde de rugby, je pensais qu'on avait touché le fond. Et ben j'ai trouvé au moins aussi mauvais ce week-end. D'accord. J'ai regardé la finale de la Copa Libertadores entre Fluminense, le club de Rio, et Boca Juniors, le club de Buenos Aires. Ouais. C'est la Ligue des champions sud-américaine. Et je dois dire que là, en termes d'arbitrage, j'ai vu encore pire qu'à la Coupe du Monde de rugby. Alors là, c'était vraiment, ça a touché le fond. Je me suis dit, moi, on me mettait au sifflet, ils finissaient à 8 contre 8. Et ben ils ont fini avant la prolongation à 11 contre 11. Coup de boule à un joueur, l'arbitre vidéo était parti boire une bière, pareil, un truc mais délirant. J'étais devant ma télé, ma femme me regardait, elle m'a dit on dirait Zébulon sur le canapé. Mais c'est fou, vous êtes aussi rouge que le rouge de Sud Radio. Mais détendez-vous. Non, mais attendez, excusez-moi, à ce niveau-là, c'est quand même l'équivalent de finale de la Ligue des Champions, et donc je fais mes excuses. On peut trouver pire que l'arbitrage de la Coupe du Monde de rugby. Et ben voilà, écoutez, très bien. Ça va, vous voulez une petite camomille? Non, il va prendre une bière, je pense. Si à chaque erreur d'arbitrage, il pète les plombs. Non, mais là, il y en avait 25 dans le match, ou 30. Hein. Jésus, Marie-Joseph. Allez. Et qui a gagné finalement? Fluminense, 2-1 après prolongation. Et alors là, le premier carton rouge, c'est parce que le joueur de Fluminense a été salué ses supporters de trop près. Il avait déjà un jaune, deuxième jaune rouge. Bon, les autres, les coups de boule, etc., c'était passé. J'aurais jamais dû le relancer. Allez, merci. Mais j'étais content, j'étais pour Fluminense. Et ben voilà, tout va très bien. Allez, le sommaire de cette émission. Et c'est du jamais vu sous la 5e République. Le ministre de la Justice est jugé pour prise illégale d'intérêt pour avoir initié des enquêtes contre 4 juges qu'il avait combattus en tant qu'avocat. Contrairement à François Bayrou en 2017, Éric Dupond-Moretti conserve son poste car le président Macron rejette la judiciarisation de la vie politique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites confiance à la Cour de justice de la République, qui est composée certes de magistrats, mais aussi de politiques, pour rendre une justice vraiment, on va dire, équilibrée? Est-ce que pour vous, ça donne une coloration politique au jugement? Que pensez-vous du 2 poids 2 mesures? Tiens, Bayrou qui démissionne, Dupond-Moretti qui reste, la jurisprudence Balladur, c'est comme Capri, c'est fini. Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites à 80% qu'Éric Dupond-Moretti aurait dû démissionner, à 16% se faire remplacer et à 4% qu'il a bien fait de rester. Et puis, on en parlera avec maître Jérôme Carsanti, l'avocat de l'association Anticor qui avait porté plainte contre le ministre en justice en 2020. Et puis notre coup de projecteur, comment aborder le conflit israélo-palestinien dans les salles de classe? Question à laquelle sont confrontés les professeurs d'histoire géo en 3e et en terminale. Le sujet peut aussi s'inviter en cours d'éducation civique, et lorsque des élèves s'assimilent à un camp ou à l'autre, il peut devenir inflammable. Le ministère belge de l'enseignement a mis en place une fiche pédagogique pour aider les enseignants. Philippe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment aborder ce domaine dans le cadre scolaire? Est-ce que c'est le rôle de l'école d'aborder des sujets sensibles comme le conflit israélo-palestinien? Mais après tout, en histoire géo, c'est de l'actualité. Les enseignants sont-ils suffisamment formés pour expliquer le conflit israélo-palestinien aux élèves? Et vous dites non à 78%. Et pour en parler, Jérôme Fournier sera avec nous, professeur d'histoire géo et secrétaire national de SE-UNSA. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et avec nous, en tout cas pour commencer cette semaine, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir président. Bonsoir ma chère Cécile, bonsoir Philippe. Comment ça va? Je vais très bien. Vous êtes très bien. Ouais, vous êtes très bien. Écoutez, très bien. Bienvenue dans cette nouvelle semaine qui démarre. Christophe Madrol est de retour, conseiller régional Sud. Bonsoir Christophe Madrol. Il a l'air dubitatif. Bonsoir mes amis. Non, c'est toujours plaisir de voir nos amis, notre ami Philippe face à moi, qui a une plaquette de chocolat au lait, aux noisettes. Vous allez pouvoir ruser tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Christophe Madrol, faut arrêter le scooter, on est d'accord? Ouais, j'ai eu un petit crash en scooter, Cécile, c'est une notoriété publique, et j'ai la main un peu éclatée, l'épaule en 1000 morceaux. Voilà, donc je suis en convalescence, mais voilà. Vous êtes en vraie voie thérapie. Oui, en vraie voie thérapie. Mais mettez des roulettes. Faites attention aussi. Ceux qui conduisent les motos, les scooters. Mais mettez des roulettes comme les enfants avec le vélo. Faites attention parce que je conduis les scooters depuis pratiquement 25 ans. Je n'avais jamais eu d'accident. Et là, tout seul, à 11h du soir,
à jeun, je me suis pris j'ai raté un tournant et je suis allé tout droit. Tout seul. Ouais. Personne n'est... Ah non, tout seul. C'est la première fois qu'il prend un scooter à jeun, donc il sait pas conduire quand il est à jeun. On le sait, ça, quand même. C'est quand même Ami incroyable. poète, bonjour. Voilà, Pierre-Yves Martin est avec nous, consultant. Bonsoir, Pierre-Yves. Bonsoir. Comment ça va, Pierre-Yves? Super bien, Ouais. très bien. Ouais, vous êtes content? On avait fait la première émission avec Exactement, vous ici. ouais. Un lundi, ouais. Eh ben, je m'en Lundi souvenais 10 pas du tout. octobre. C'est bien de me l'avoir rappelé. Elle est sympa aujourd'hui. La journée de la gentillesse, c'était vendredi, mais c'est bien terminé. Ah bah écoutez, il fallait en profiter. Hein. Les 0826 300 300, vous nous laissez des messages sur notre répondeur. On vous en remercie. Et c'est Marc qui nous appelle de Marseille. Décidément. Bonjour, Sud Radio, c'est Marc de Marseille. Ça me rend fou quand j'entends pas qu'on va chercher des main-d'œuvre à l'étranger, alors qu'il y a 5-6 millions de chômeurs en France. Quand j'ai commencé à travailler, il y a 53 ans de ça, j'avais besoin de travailler, j'ai pris le marteau-piqueur et j'ai été travailler. Aujourd'hui, avec tous les gens qui sont au chômage et qui n'ont pas envie de travailler, c'est vite fait. On ferme les robinets, on donne plus rien, et puis quand on a fait, on va chercher du travail et on prend tout ce qu'il y a à prendre. Ça suffit de ce social, c'est vraiment fatigant. Bonne journée à tout le monde. On appelle ça un message cash. Un message cash. Philippe Bilger, c'est vrai que ça pose pas de question qu'on trouve pas d'emploi non qualifié alors qu'il y a des millions de personnes qui cherchent du travail. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ces problème-là, mais j'entends dire que les Français ne seraient pas prêts à occuper certains emplois. J'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. Il faudrait qu'on tente un jour de le vérifier, non ? Christophe Madrol. Moi, ça m'hallucine tout le temps, moi qui vis à Marseille et qui habite dans la région sud. Il nous manque dans tous les restaurants du personnel de service. J'ai 2 amis qui ont des restaurants cotés sur la Côte d'Azur. Cécile me fait rapidement, Oui. ils ne trouvent pas de personnel. Oui, oui. Alors imaginez Très ceux qui rapidement. sont en train de monter les maisons. Très rapidement. Il vous reste le 3 consultant. secondes. Eh ben, en fait, il y a un double angle. Soit on a un angle emploi, soit on a un angle immigration, sécurité, etc. Et les deux se chevauchent et perturbent la lisibilité du sujet. Et se percute aussi. 0826 300 300. Simon de Perpignan est avec nous. Bonsoir Simon. Oui, Bonsoir. bonsoir les vrais. Comment ça va Simon? Très très bien vous-même. Bah écoutez, ça va bien. nous ça va. Hein. C'est vous qui appelez pour dire que ça parce va. que vous êtes un peu en colère. Un peu en colère. Bon, il y a de multiples sujets à évoquer, mais Ouais, celui-ci qui me tient à cœur, c'est l'histoire de l'impossibilité de construire des prisons. Ah oui. Une fois de plus, c'est une manœuvre dilatoire du gouvernement. Hein. On trouve toujours des excuses pour ne pas faire quand on ne veut pas faire. Et en définitive, il serait quand même intéressant d'analyser les lieux souhaités d'implantation pour savoir si c'est des opposants politiques ou des partisans du gouvernement en place, déjà premièrement. Et puis quand on veut, de toute façon, on peut. Il y a des zones assez désertiques, pour pas dire où on pourrait amplement, sans avoir de contrariété, construire des prisons et des prisons de taille conséquente pour pouvoir fournir au moins le nombre de places nécessaires, qui bien au-delà des 2000 promises et qui ne seront jamais de toute façon obtenues. Voilà. Donc voilà, comme je dis, c'est toujours pareil. On trouve toujours, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais la faute des décideurs. On va faire un petit tour de ta fille. Là où je rejoins notre ami, quand on veut, on peut. Hein. Il est clair que construire une prison, ça prend du temps, 5 ans. Et donc de délai, de retard en retard, le président de la République n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris à l'époque. Un mot, Christophe Madrol. Un mot, je partage ce que dit mon ami Philippe Bilger. Simplement, la seule question, c'est qui aujourd'hui est en prison? Quels sont les détenus qui pourraient être mis en liberté, surveillés sous bracelet électronique? Qui pourraient être réinsérés? C'est toujours, on considère le prisonnier, Philippe, toujours comme celui qu'on met à l'écart. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont vécu leur peine, qui pourraient sortir de façon contrôlée, qui ne sont pas dangereux pour la société. Mais ça, il y a une opacité de la justice vis-à-vis de ça qui est un peu gênant parfois. De la justice et de la société, parce qu'on a du mal à regarder le milieu pénitentiaire. C'est un monde à part, fermé, avec ses règles et certainement ses dérives. Je pense que sur le premier sujet, il y a aussi l'objet d'une complexité maladive sur le plan administratif. C'est-à-dire que rien n'est simple.
Rien n'est simple, effectivement, et surtout pas la pub on est en train de rater. 0826 300 300. Merci beaucoup, Simon. Vous restez notre vraie voix du jour. Pour le qui c'est qui l'a dit. Oui, absolument. Vous allez jouer contre nos vraies voix du jour. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Et avec vous, Philippe, on parle de quoi dans le réquisitoire du procureur? On parle de l'étrange confiance systématique que donne toujours Elisabeth Borne à ses ministres dans le collimateur judiciaire. Un bon sujet, c'est dans un instant. 0826. Il a l'air énervé, plus 300, que moi sur les arbitres. Les vraies voix jusqu'à 19h. On vous attend au standard. À tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix, merci de nous accompagner tous les jours, en tout cas, ou c'est nous qui vous accompagnons, ça dépend de quel côté on se place, avec ce numéro 0826 300 300, puisque c'est une émission qui est faite pour vous, bien entendu, puissiez vous exprimer avec nos Vraies Voix du jour. Philippe Bilger est avec nous, Christophe Madrol, conseiller régional Sud, et Pierre-Yves Martin, consultant. On vous attend avec Philippe David, avec des sujets, avec des débats, en tout cas, vous avez le droit à la parole, parlons vrai, c'est Sud Radio. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. On parle de quoi dans un instant avec vous? On va parler de ce procès d'Éric Dupond-Moretti, une infamie selon le garde des Sceaux, la loi immigration aussi qui arrive au Sénat, et puis des femmes qui travaillent gratuitement depuis 11h25 aujourd'hui selon le calcul d'un collectif féministe. En 3 mots, ça donne infamie, immigration et salaire. On en parle dans un instant. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur voulait requérir contre la première ministre qui a encore affirmé sa confiance en le garde des Sceaux qui est jugé depuis ce jour. Il a peut-être des mauvais jours. Oui, hein. alors disons que mon point de vue est un peu plus vaste, si vous le permettez, malgré votre excellente présentation. C'est le fait que on vante tellement la solidarité du monde politique que j'ai eu envie de dénoncer, j'espère avec élégance, l'étrange attitude de la première ministre qui, à propos d'Olivier Dussopt, avant même qu'on sache quoi que ce soit, avait manifesté son soutien inconditionnel. Maintenant, à l'égard du garde des Sceaux, elle indique « Je lui donne toute ma confiance ». Alors, pourquoi pas, d'abord, est-ce qu'elle ne devrait pas être prudente, attendre un peu pour Dussopt comme pour Éric Dupond-Moretti? Est-ce que c'est de l'amitié qui se manifeste? Est-ce que c'est de l'aveuglement, malheureusement, qui tombe sur elle? Ou est-ce que c'est tout simplement du cynisme, tel qu'en réalité, quoi qu'il se passe, de toute manière, dans un gouvernement, dans une structure politique, on fait confiance même à celui qui est mis en cause? Ça m'inquiète, franchement. Pierre-Yves Martin. En fait, je suis pas... comment vous dire? Je suis pas du tout... inquiet, mais j'ai un trou de mémoire, donc je vais passer le message à Christophe. Là, j'ai un... Enlevez le trou et gardez la mémoire. Qu'est-ce que vous arrive? Vous voulez qu'on se parle? On est sur Sud Radio, parlons vrai. Non, mais vous êtes un diesel, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va passer au terme. Non, moi, une fois encore, je suis d'accord avec mon ami Philippe Bilger, c'est quand même assez hallucinant. En termes de droit et en termes de morale. On va dire pas de morale, plutôt d'éthique. Le terme de morale, je fais attention parce que ça peut être extrêmement... Quand on fait de la politique, on doit être exemplaire. On peut, à un moment donné, vivre des accusations qui sont des accusations particulières, pas vraies, et c'est à la justice de pouvoir trancher par rapport à ça. Mais que la première ministre soit transparente et fasse attention dans les propos qu'elle peut tenir par rapport à Olivier Dussopt, que je connais bien, qui est un ami, ou de Dupond-Moretti, qui est un peu moins mon ami. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, soyons justes. Parce que quand on fait de la politique, comme je fais de la politique, on a un devoir d'éthique aussi vis-à-vis des concitoyens. Il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Pierre-Yves Martin. Et ça montre aussi le fait que la parole politique a de plus en plus de discrédit et que Elisabeth Borne est certainement dans une posture où elle se force à exprimer une confiance dont on ne sait plus ce que cela veut dire. Mais je vais relancer 2 secondes sur le fait que finalement la cohésion d'équipe, on soutient toujours ces équipes dans l'absolu. Oui, mais il y aurait eu une manière élégante de dire, on peut dire pour l'instant le garde des Sceaux n'est pas condamné. Pour l'instant, il comparaît devant la Cour de justice de la République. Je n'ai rien à en dire. Vous comprenez, Cécile? Voilà. C'est-à-dire ne pas préjuger le futur, quoi. C'est cela qui me paraît important. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix Mathieu, infamie, immigration et salaire. Ce procès est une infamie pour moi et mes proches, lance Éric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice comparaît depuis cet après-midi devant la Cour de justice de la République. La loi immigration débarque au Sénat et s'y cherche une majorité de circonstances. De droite selon la gauche, de gauche selon la droite. Texte gentil avec les gentils et méchant avec les méchants, plaide le ministre de l'Intérieur. Et puis les femmes travaillent gratuitement depuis ce matin 11h25 selon un collectif féministe. Les Glorieuses ont lissé sur l'année les inégalités de salaire avec une différence de 15,5% entre les femmes et les hommes. Les vraies voix Sud Radio. Ah, comme c'est loin, 2017. Dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Eh ben ouais, c'était il y a 6 ans, c'était... Il y a un siècle. Il y a une éternité. Car oui, c'est bien un garde des Sceaux en exercice qui comparaît depuis 14 heures devant la Cour de justice de la République. Éric Dupond-Moretti jugé pour conflit d'intérêts, accusé d'avoir profité de son poste au gouvernement pour déclencher des enquêtes administratives contre 4 juges auxquels il s'était opposé dans ses anciennes fonctions d'avocat. Pour moi et pour mes proches, ce procès est une infamie, lance le garde des Sceaux. Jusqu'à ces dernières heures, je ne me suis pas défendu pour ne pas que mon ministère et mon action ne soient éclaboussés, ajoute l'ancien ténor du barreau. Sur le fond, il assure n'avoir fait que suivre les recommandations de son ministère en déclenchant ses enquêtes administratives. En tout cas, un ministre de la Justice face à la justice, situation inédite, rappelait tout à l'heure l'ancien président de la République, François Hollande, sur Sud Radio. Moi, je peux simplement rappeler quelle était la règle quand j'étais président de la République. Elle était sévère, elle était sans doute injuste. Tout ministre ou tout conseiller qui était mis en cause dans une procédure judiciaire ne pouvait plus rester dans sa fonction. C'était la règle quand j'étais président. Emmanuel Macron a une autre jurisprudence, a une autre méthode. En tout cas, c'est pas la mienne. Moi, je pense que c'était beaucoup plus clair. D'ailleurs, c'est assez relativement injuste. Pourquoi François Bayrou est parti quand il était ministre de la Justice, parce qu'il était mis en cause dans une procédure, et que M. Dupond-Moretti est resté, aller poser la question au président de la République. L'ancien président de la République, François Hollande, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. L'ancien Premier ministre Jean Castex et l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet seront eux appelés à la barre comme témoins durant ce procès d'Éric Dupond-Moretti. Et le deuxième mot, Félix, c'est immigration. Le Sénat s'empare du projet de loi clivant. Objectif pour Gérald Darmanin, trouver une majorité de circonstances, lui qui résumait ainsi la philosophie de son texte. Gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants. Et ben voilà, le projet de loi arrive dans un Sénat tenu par la droite, pour qui l'article 3 sur la régularisation des travailleurs sans papier fait office de repoussoir. Mais à l'Assemblée nationale, au contraire, la suppression de l'aide médicale d'État ou la mise en place de quotas peinent à passer à gauche, et même au sein de l'aile gauche des députés macronistes attachés à un certain équilibre du texte. Pendant ce temps, en tout cas tout à l'heure, 35 associations et collectifs de défense des sans-papiers se mobilisaient contre cette loi immigration à Paris. Parmi eux, un ancien candidat à la présidentielle, tiens, Benoît Hamon, désormais directeur général de l'ONG Singa Global. L'hypocrisie de ce gouvernement. Vous avez d'un côté le ministre de l'Intérieur qui dit on va expulser les sans-papiers. Vous avez de l'autre côté l'administration de Bercy qui dit on est bien content de prendre les impôts, la TVA, la CSG et les cotisations sociales de ces travailleurs sans-papiers. La logique, c'est la régularisation de tous ceux qui travaillent et pas simplement au cas par cas en fonction de tel ou tel métier en tension. On ne regarde pas ce qu'est la contribution des immigrés. Sans leur cotisation, il n'y a pas d'équilibre de la sécurité sociale. De pans entiers de notre économie qui s'effondrerait. Ça, des responsables politiques devraient le dire. Ils ne le disent pas et c'est pour ça que cette loi est une nouvelle loi qui ne servira à rien, sinon à rendre plus difficile la vie de beaucoup de gens que l'on connaît et que l'on croise tous les jours. Benoît Hamon, directeur de l'ONG Singa Global, au micro AFP de Nina Izeni. Troisième mot, salaire. Les femmes travaillent gratuitement depuis ce matin 11h25 selon un collectif féministe. Debout, fameuses esclaves. Du travail gratuit jusqu'à la fin de l'année, selon la lettre d'information Les Glorieuses, qui dénonce les inégalités salariales entre femmes et hommes. Cette date et cette heure, 11h25 ce matin, c'est symbolique. Elles ont été calculées à partir de statistiques européennes sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France. Ça persiste d'année en année. Cette année, les femmes gagnent en moyenne 15,4% de moins que les hommes. C'était 15,8% l'année dernière. Ça baisse un tout petit peu, mais en fait, ça stagne selon les auteurs de ce calcul Les Glorieuses.
Merci beaucoup Félix Mathieu. Oui, dites un mot. Je voulais dire un mot de la première ministre islandaise, qui est une femme formidable, qui a fait grève en même temps que les femmes dans son pays, parce qu'elle voulait lutter contre les injustices faites aux femmes, et de sa part, c'était plausible. Dans ces régimes-là, on aurait vu Elisabeth Borne faire grève en même temps que les femmes, ça aurait été grotesque. Voilà. Parce qu'on est dans un régime, mon Dieu, de monarchie républicaine. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour, le procès du ministre de la Justice a commencé aujourd'hui. Vous parlez de justice de Paris. Pendant 15 jours, Éric Dupond-Moretti devra répondre à des accusations de prise illégale d'intérêt. On va en parler dans quelques instants avec Jérôme Carsanti, avocat de l'association Anticor. Avec cette question, est-ce que finalement le procès de Dupond-Moretti, est-ce que finalement le garde des Sceaux aurait dû peut-être se faire remplacer ou démissionner, ou est-ce que vous pensez qu'il a bien fait, en tout cas il fait bien de rester à sa place? 0826 300 300, pour l'instant vous dites démissionner à 79%. On vous attend au standard. Aude est avec nous aujourd'hui jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est ravis de vous retrouver pour ce lundi avec Philippe David, ensemble jusqu'à 19h. Avec Philippe Bilger qui était avec nous, président de l'Institut de la Parole, Christophe Madrol, conseiller régional du Sud, et Pierre-Yves Martin, consultant. Et bien sûr, vous à ce numéro que vous connaissez par cœur aujourd'hui, 0826 300 300, mais il faut l'utiliser, Philippe. Absolument, oui, absolument. Et c'est la charmante Aude qui prend vos appels à ce numéro, formidable. Le 0826 300 300. On a la meilleure, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est comme ça. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 10 jours face à la justice pour le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, va être traduit devant la Haute Cour de justice de la République. Éric Dupond-Moretti a toute ma confiance, qui fait un excellent travail. Donc on s'est organisé pour qu'il puisse à la fois assurer sa défense et en même temps que le ministère continue à tourner. Ça veut dire qu'on va avoir un ministre de la Justice mis en examen pour prise illégale d'intérêt, traduit devant la Haute Cour, en procès, qui va continuer à être garde des Sceaux, ministre de la Justice. On n'a jamais vu ça. C'est gravissime. Effectivement, du jamais vu sous la Ve République. Le ministre de la Justice en exercice est jugé depuis cet après-midi, soupçonné de conflit d'intérêts pour avoir déclenché des enquêtes administratives contre 4 juges auxquels il s'était opposé dans son ancienne vie d'avocat, contrairement à François Bayrou en 2017. Et Éric Dupond-Moretti va pouvoir rester en poste. Le président Macron dit désormais refuser la judiciarisation de la vie politique. Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la Cour de justice de la République, composée de magistrats et de parlementaires, est vraiment impartiale? La CJR va-t-elle donner une coloration politique au jugement du ministre de la Justice? Trouvez-vous qu'Éric Dupond-Moretti aurait dû se faire remplacer? Vous dites oui à 17%. Démissionner? Vous dites oui à 79%. Et qu'il a bien fait de rester pour 4%. Vous voulez témoigner? Le 0826 300 300. Et pour en parler, notre expert du jour, Jérôme Carsanti, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat de l'association Anticor qui avait porté plainte, je le rappelle, contre Éric Dupond-Moretti fin 2020. En tout cas, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Juste avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, peut-être votre avis sur cette question. Alors, on sait qu'il va rester, mais en tout cas, les auditeurs nous disent qu'il aurait mieux fait de démissionner ou de se faire remplacer. Avant que je puisse préciser mon point de vue sur la question directe posée par Sud Radio, lorsque j'en aurai l'opportunité, je voudrais remonter un peu en amont et m'étonner du fait que les syndicats judiciaires, par exemple, et plus généralement les intellectuels, tous ceux qui s'intéressent à la justice, ne mettent pas en cause fondamentalement l'origine du processus délétère qu'on va constater à la Cour de justice de la République. C'est à partir de la nomination provocatrice d'un garde des Sceaux qui a toujours détesté la magistrature par le président de la République, conseillé officieusement par son épouse et par 2 conseillers qui étaient très proches de lui, que les conséquences catastrophiques qu'on pourrait dénombrer se sont produites. Et en particulier, celle qui a conduit naturellement Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République à partir de conflits d'intérêts dont il était facile de prévoir la survenue. Christophe Madrol. Pas mieux, moi je m'étonne effectivement qu'il n'ait pas pris un peu de recul.
quand on est ministre de la Justice, on gère une maison qui s'appelle la justice. Et quand cette justice vous demande de rendre justice vis-à-vis de vos pairs, c'est très compliqué quand on est patron de cette maison de pouvoir avoir une double personnalité. Monsieur Dupond-Moretti n'est pas schizophrène, c'est un garçon sérieux. Il ne peut pas être le ministre, le chef de la justice en étant sur le banc des accusés. On ne sait pas ce qu'il a fait. La justice, on nous donnera les résultats. Mais au moins, pour, encore une fois, de manière éthique, prendre du recul aurait été nécessaire aussi pour les populations. On doit tous... il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures en matière de justice. Il ne peut pas y avoir... Comme le président Macron, excusez-moi, je suis un peu long, parce que je trouve beaucoup plus grave ce que dit Emmanuel Macron en disant qu'il ne veut pas judiciariser le politique. Le politique n'est pas judiciaire. On est comme d'autres citoyens. Aujourd'hui, moi, on m'attaque sur des choses que j'aurais pu faire. Je suis un citoyen qui va rendre ses comptes devant la justice en tant qu'élu. On n'est pas hors du cadre judiciaire. Donc, le propos d'Emmanuel Macron, pour moi, est beaucoup plus choquant. Même si je comprends la finalité, mais elle trouve qu'elle est beaucoup plus choquante que du fait de dire est-ce que Dupond-Moretti doit démissionner ou pas démissionner. Pierre-Yves Martin. Deux éléments. Un, sur le sujet des principes, c'est incompréhensible d'en être arrivé là. Je ne vois pas comment en 2023 un régime dit démocratique, mûr, stable, soit capable d'accepter cette disposition. Et après, d'un point de vue, donc sur le point moral, exemplarité, je vous rejoins à tous à 100%. Après, d'un point de vue complètement opérationnel, j'ai juste une question je sors de la sphère morale, et d'un point de vue opérationnel, en fait, il travaille quand ? Parce qu'en fait, s'il démissionne pas, c'est qu'il doit continuer à travailler pour son ministère. Oui. Si là, je sais pas, Philippe Bilguer va pouvoir nous renseigner. Il l'a dit très tôt le matin et le soir. Ouais, non mais du coup c'est complètement dingue aussi que d'un point. Donc ça repose aussi la question de finalement la finalité, la pertinence d'un ministre dans une administration qui tourne toute seule. Voilà. Jérôme Carcenti, maître, bonsoir. Merci d'être avec nous, avocat à l'association Anticor. Déjà pour ceux qui nous écoutent, c'est toujours bien de replacer finalement qu'est-ce qu'on lui reproche au garde des Sceaux. Alors du côté d'Anticor et d'ailleurs des syndicats de magistrats, puisque quand même sur le plan chronologique c'est pas neutre de dire que c'est Anticor qui a le premier déposé plainte. C'est pas une question de prérogative, c'est juste parce que on a tendance, et j'ai entendu Monsieur Bilger le souligner, à réduire ce conflit à celui d'un conflit entre magistrats et un ancien avocat. Non, c'est une problématique qui touche au fonctionnement même de la République. Et donc c'est pour ça qu'Anticor est entré dans la danse. Alors, en quelques mots, je vais le rappeler, Monsieur Dupond-Moretti, en tant qu'avocat, a fait l'objet d'un examen de ses fadettes par le parquet national financier, et non pas d'écoute téléphonique, l'examen de ses fadettes, pour s'assurer qu'il n'avait pas été celui qui avait pu être la taupe informant Nicolas Sarkozy qu'il était sur écoute. C'est la fameuse affaire Bismuth. Apprenant cela, Monsieur Dupond-Moretti, toujours avocat, dépose plainte auprès du parquet national financier. Je passe les détails parce que ça a été dépaysé. Une plainte disant violation de mon secret professionnel, atteinte à la vie privée. Entre-temps, Madame Belloubet, alors garde des Sceaux, mandate l'inspection générale de la justice pour une enquête dite de fonctionnement administratif. Cette enquête est donc confiée à des services administratifs et une enquête est diligentée. Le 6 juillet, pour préciser la date, M. Dupond-Moretti devient garde des Sceaux et le rapport est remis à M. Dupond-Moretti aux alentours du 15 septembre. C'est donc M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qui reçoit le compte rendu du rapport qui avait été commandé par sa prédécesseuse. Ce rapport conclut à l'absence de faute. Il dit qu'il y a des dysfonctionnements, il en relève d'ailleurs 19, mais il dit qu'il n'y a pas de faute de nature disciplinaire susceptible d'engager des poursuites. Monsieur Dupond-Moretti, qui a eu quand même l'intelligence de retirer sa plainte, de dire je me désiste de ma plainte, donc il a conscience du conflit d'intérêts potentiel, il retire sa plainte pénale. Mais loin de s'en satisfaire, il va le 18 septembre, c'est-à-dire 3 jours plus tard, saisir de nouveau l'inspection générale de la justice à l'encontre, là non pas du parquet national financier, mais des 3 magistrats
qui avait enquêté sur les fameuses fadettes. Et donc là, on dit quoi? On dit, monsieur Dupond-Moretti, vous ne pouvez pas avoir été avocat, devenir garde des Sceaux et poursuivre en tant que garde des Sceaux, c'est-à-dire chargé d'une mission d'intérêt général, vous ne pouvez pas continuer à poursuivre votre vindicte d'avocat. Parce que là, vous avez une mission régalienne. Et donc, quand on continue à prendre un intérêt dans une opération dont on avait la charge, c'est-à-dire en réalité la mission d'intérêt général, et ben là, il est effectivement ce qu'on appelle une prise illégale d'intérêt. Et les faits sont assez clairs et simples en réalité. Maître, je suis frappé en lisant tout ce qui est écrit sur le procès. On semble comprendre tout de même, malgré la condescendance avec laquelle parfois on traite la magistrature, les ressorts de l'action engagée contre le garde des Sceaux. Mais en revanche, j'ai l'impression qu'ici ou là, on cherche tellement à décrédibiliser la Cour de justice de la République qu'on voudrait presque préparer l'acquittement du garde des Sceaux. Et ça m'inquiète un petit peu. Qu'en pensez-vous? Vous avez raison, mais comment faire autrement? Et c'est votre question, mais à la hauteur de votre intelligence. Mais comment faire autrement? Comment faire autrement quand une Cour de justice de la République a été créée, vous le savez, en 1993, c'est-à-dire en remplacement de la Cour de la Haute Cour de justice, dont on a pensé qu'elle était un progrès. Comment faire autrement quand on a une composition qui est une composition politique? Comment faire autrement quand la majorité politique n'est pas, bien évidemment, du côté de l'opposition politique au garde des Sceaux, qui compose régulièrement, d'ailleurs, dans les amendements et le vote des lois au quotidien? Comment faire autrement quand l'avocat général qui va requérir a été nommé sur proposition d'Elisabeth Borne par le CSM? Comment faire autrement quand les parties civiles que nous sommes ne pouvons pas plaider, ne pouvons n'être que témoins? En réalité, bien évidemment que cette Cour de justice de la République pose un problème existentiel à nos institutions, et depuis le temps qu'on dit qu'on va la supprimer, et monsieur Emmanuel Macron d'ailleurs le premier, depuis le temps qu'on dit qu'on va la supprimer, pourquoi ne l'a-t-on pas fait déjà? Oui. Maître, une question qu'on voulait vous poser tout à l'heure, mais est-ce que, comme Philippe Bilger, vous estimez qu'Elisabeth Borne n'est pas dans son rôle en soutenant Éric Dupond-Moretti? Et je vais vous dire quelque chose, mais ça c'est une appréciation. Je ne sais pas si elle a la maîtrise des choses. Ce que je pense profondément, c'est que si tant est qu'on puisse admettre que M. Dupond-Moretti, au nom de cette présomption d'innocence, reste en qualité de garde des Sceaux, ce qui contrevient à tout ce qui avait été pratiqué depuis ce qu'on a appelé la jurisprudence Balladur, c'est-à-dire mise en examen égale démission. Mais si tant est qu'on accepte encore cette idée-là qu'il puisse se maintenir, pourquoi n'y a-t-il pas eu un décret de déport, au moins le temps du procès, au moins pendant les 15 jours du procès? Et ce matin, elle était entendue, Madame Borne, sur la question même du maintien de M. Dupond-Moretti. Elle était un peu gênée puisque la journaliste l'a interrogée en lui disant « Mais est-ce que vous étiez vraiment d'accord? Il me semblait que vous n'étiez pas d'accord. » On voit bien qu'à mon sens, elle n'était pas d'accord, mais que faire ce décret de déport, c'était d'une certaine manière donner raison à l'accusation d'ores et déjà, et que politiquement, Emmanuel Macron ne l'a pas voulu. Un mot, Christophe Madrol ou Pierre Martin? Je suis effectivement... merci Maître pour cette explication. En tant qu'élu régional, quand je suis confronté à des intérêts personnels, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle les décrets de déport. Et vous avez raison de le rappeler à nos auditeurs. Quand on fait de la politique, on peut être amené à travailler sur des sujets qui empiètent soit notre vie privée ou ceux de nos proches, soit de nos affaires personnelles. Et dans ce cas-là, il y a le conflit d'intérêts. Donc il y a des déports évidents. Et vous avez raison de rappeler cet instrument législatif qui nous permet de ne pas retrouver dans le tribunal. Premier point. Deuxième point qui m'intéresse, Maître, pardon Philippe, c'est la question sous-jacente qui était de se dire à un moment donné comment les intellectuels français, et Philippe l'avait abordé tout à l'heure, mais n'est pas allé jusqu'au bout, de gauche comme des droites, sont complètement absents du débat. J'ai suivi ce qu'a fait Anticor, et félicitations pour votre engagement, mais je suis énervé de voir l'ensemble de tous ces intellectuels français qui, sur un sujet fondamental de structuration de la vie judiciaire française, sont absents. On va au 0826 300 300, notre vraie voix du jour, Simon.
Oui, rebonsoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Simon? Il aurait dû se mettre en retrait de la République, comme on dit, démissionner, ou il a eu bien fait de rester, Éric Dupond-Moretti? Pour le moment, vous êtes 82% à dire qu'il aurait dû démissionner. Sans aucun doute, il aurait dû démissionner. Et puis, à la limite, même le président, on n'aurait pas dû le reconduire lors de sa réélection, sachant que de toute façon, il y avait toujours cette épée de Damoclès. Il avait quand même des éléments tangibles pour avoir des doutes, et même sachant que ça n'aboutira pas parce qu'il va tout faire en utilisant la Cour supérieure de la République, comme le Conseil constitutionnel, qui sont plus politiques que spécialistes. Donc, je pense qu'il y a effectivement, il peut y avoir, je peux pas m'affirmer évidemment, une manœuvre politique derrière tout ça. Mais je trouve quand même que, en plus, les termes employés par le président de la République concernant la protection des membres du gouvernement ou des politiques en tout genre, est quand même assez malvenu. Ouais. Restez avec nous, Simon, restez avec nous. Il y a pas mal de bon sens de ce que dit Simon. Exactement. Je voulais juste revenir sur un des éléments d'argumentation de Maître Karsenty. Merci. Sur le comment faire autrement. Et du coup, très concrètement, s'il fallait repenser les choses, quelle serait la mesure ou les 2-3 mesures à mettre en place pour essayer de trouver une issue plus juste et plus correcte sur cette affaire? Jérôme Karsenty. Oui, l'issue, serait réformer nos institutions, c'est-à-dire que la suppression de la Cour de justice de la République est une nécessité. Le ministre en exercice peut être jugé par des tribunaux correctionnels ordinaires. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une justice dérogatoire. Pourquoi accepte-t-on qu'un ancien président de la République qui a exercé des fonctions et qui a pu commettre ses infractions dans le cadre de ses fonctions soit jugé postérieurement à son mandat par un tribunal correctionnel, et pourquoi un ministre qui a exercé, lui, ne serait jugé que par la Cour de justice de la République? Enfin, il y a quelque chose d'un peu incompréhensible, d'ailleurs, dans cette dichotomie des situations, avec une situation d'ailleurs qui est complètement inéquitable, puisque vous avez un procès qui ne garantit pas ce qu'on appelle le droit au procès équitable, pas de partie civile, pas de recours possible, pas d'appel possible. Donc on a une situation qui est une situation assez inédite et qui démontre une démocratie un peu amputée. J'espère n'être pas naïf, mais on peut-être supposer que les sénateurs et les députés à la CJR sauront faire preuve de l'impartialité et de l'intelligence qu'on attend d'eux. Je l'espère, parce que c'est vrai que les voyant tout à l'heure à l'audience, puisque j'y étais, les voyant tous en robe, cette cour présidée par le président Pau, qui impose par la gravité son autorité, je me suis dit, tiens, peut-être que nous tenons là une décision qui sera rendue sous le sceau de la justice. Merci beaucoup, Maître Jérôme Karsenty, avocat de l'association Anticor. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Et à très bientôt. 0826 300 300, bien sûr, si vous voulez commenter cette actualité, vous êtes les bienvenus. Dans un instant, le quiz de l'actu. Et là, on va un peu se déchaîner. Mais là, ils ont dit pas mal de trucs ce week-end. Ça, ils se sont déchaînés. Ça, ils se sont déchaînés, nos politiques. On parle de la transparence à la tricherie. Allez, à tout de suite avec Philippe Bilger, Christophe Madrol et Pierre-Yves Martin, et vous au 0826 300 300. Bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h et c'est les vraies voix Sud Radio. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix Sud Radio du jour, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et président des vraies voix, je vous le dis tout de suite, parce que... c'est dangereux, les présidents, les destituent. Non, t'as raison, Philippe. Tu veux qu'on en parle? Mais pas qu'en Amérique du Sud. De toute façon, avec Philippe et moi, on est deux. Nos voix comptent double, donc vous serez triple. Donc vous serez réélu. Vous êtes mon bouclier. Exactement. Bon, c'est pas le bouclier fiscal. On sait jamais. Réfléchissons. Voilà. Je vais le noter. Christophe Madrol est avec nos conseillers régional Sud et Pierre-Yves Martin, consultant. On va voir si vous êtes bons, les gars, avec notre ami Simon, qui est notre vraie voix du jour. Simon de Perpignan. Ça va, Simon?
Oui, très bien, merci. Simon, vous avez révisé, en tout cas j'espère pour vous. Vous allez jouer contre nos vraies voix. Vous avez la parole en premier. Si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les vraies voix qui répondent à votre place. Attention, on démarre maintenant. Qui c'est qui l'a dit? Sur la multiplication des actes antisémites, mon devoir c'est d'appeler à la mobilisation de la société. Qui a dit ça? Monsieur Darmanin? Non, c'est pas loin, mais c'est aussi un ancien le même poste. Un ancien ministre de l'Intérieur. Non. Valls. Bonne réponse de Philippe Bilger. Manuel Valls. Valls. Un temps. Ouais, c'est ça. Un point pour Philippe Bilger. Qui c'est qui l'a dit? Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Bardella. Bonne réponse de Simon. Alors, à notre droite, il se passe rien là. C'est calme plat. Oui. Ça va les gars? On observe. Vous savez que vous faites partie des vraies voix. Vous n'êtes pas dans le public. On a bien compris ça. Okay, allez. Qui c'est qui l'a dit? Le rétablissement de la double peine supprimée par Nicolas Sarkozy ne me choque pas. Darmanin. Non. Bonne réponse de Simon. François Hollande. Alors, effectivement. Attention, matin sur Sud Radio. Il faut laisser l'auditeur répondre en premier. Avant l'auditeur. Mais vous étiez trompé. Simon. Mais Simon mène 2-1. Ouais, en attendant, c'est Simon qui gagne pour l'instant. Ah, oui. Qui c'est qui l'a dit? Monsieur Darmanin est un illusionniste. Simon. Alors, Ciotti peut-être? Non, c'est pas loin. C'est pas loin. Retailleau. Bonne réponse de Simon. Mais il est incroyable, Simon. Qu'est-ce qu'il a dit? Olivier Marlex, président des. Bravo. Qu'est-ce qu'il est beau, Simon. Retailleau prêt. Est-ce qu'il est bon ou c'est vous qui êtes archi nul, les gars? C'est peut-être un mélange des deux, on sait pas. Non, il est très bon. Oui, il est très bon. Allez, on va pour le côté positif. Question, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Simon. Inviter l'extrême droite à un rassemblement contre l'antisémitisme, c'est comme si on avait invité Pablo Escobar à une manifestation contre la drogue. Qui Simon a dit ça? C'est forcément quelqu'un de LFI. Non, pas quelqu'un de LFI. Non. Ah. Quelqu'un de gauche, mais pas de LFI. Moi, je peux donner peut-être? Je peux me réveiller? Allez-y. Allez-y. Olivier Faure? Non. Il travaille à la mairie de Paris. Il vient d'être élu sénateur il y a 2 mois, un mois et demi. Sénateur, il travaillait à la mairie de Paris. Et il est venu il y a quelques jours sur Sud Radio. Travailler à la mairie de Paris, c'est un... Pardon, il était payé par la mairie de Paris. Excusez-moi. Et il n'est pas allé en Polynésie. Allez. Il est sénateur. Un sénateur élu à la mairie de Paris. Yann Brossat. Bonne réponse de Christophe Madrol. Yann Brossat, sénateur PCF de Paris. La lutte est sévère. Oui. Qui c'est qui l'a dit sur l'élargissement du champ du référendum aux questions de société, dont l'immigration? C'est un premier pas. Non, c'est un premier pas, mais cela n'est qu'un premier pas. Simon. Non. Simon. Oui, c'est forcément quelqu'un de LR, ça. Ouais. Oui. Ouais. C'est Monsieur Ciotti ou... Retailleau. Bonne réponse de Philippe. Quand il y a Retailleau, Philippe Bilger. Retailleau. Allez, le dernier. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Simon. L'immigration est un phénomène mondial qu'on peut réguler, mais qu'on ne peut pas stopper. Alors, il était politique, mais il s'est retiré de la politique. Et il a même été candidat à une présidentielle. Candidat à une présidentielle. Tiens. Oh. On pensait que ça allait cartonner, en fait, pas du tout. Enfin, si, il s'est pris un carton. Oui. Il était pour un salaire... Benoît Hamon. Bonne réponse de Christophe Madrol. Allez, on fait la dernière. Eh bien, écoutez, la dernière. Qui c'est qui l'a dit? Celle-là, je l'ai trouvée drôle. Au sujet de l'usage du 49.3. En dehors des textes financiers, je souhaite qu'on trouve des majorités. Simon. Monsieur Darmanin, là. Non. Borne. Bonne réponse de Philippe Bilger, Elisabeth Borne. Allez, les scores, vite, les scores. 3 Simon, 3 Philippe Bilger, 2 Christophe Madrol et 0 porté disparu pour Pierre-Yves Martin. Voilà, on a perdu Pierre-Yves Martin. Où était-il? Simon, bravo. Bravo. On est plutôt très fiers de vous. Bravo, bravo. Allez, vous restez. Il y avait Retailleau, donc il avait déjà un point d'avance, Bilger. C'était. Allez, vous restez avec nous dans une petite dizaine de minutes. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Philippe Bilger, on parle de quoi? On parle de l'incroyable puissance odieuse des mots. Avec vous, Pierre-Yves Martin. De la parole en politique. Ah, très bien. Avec vous, Christophe Madrol. Du bien-être dans les forêts. Ah, dites donc. Francis Lalanne sort de ce corps. On en parle dans quelques instants. Ah non, il n'est pas dans mon corps, Francis Lalanne. Ça ne me regarde pas. Et pourtant, il y a la place. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et chaque jour, c'est une façon, en tout cas, de parler avec vous, d'échanger, de débattre sur des sujets avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h. Ça va, mon Philippe ? Ça va très bien. Et vous ? Oui, parfaitement bien. 0826 300 300, c'est ce numéro que vous composez tous les jours avec Aude, qui vous attend, bien entendu, au standard. Dans quelques instants, la suite de notre programme au sommaire, avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Christophe Madrol, conseiller régional Sud, et Pierre-Yves Martin, consultant. En attendant, le Top Click, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et en tête des top tendances, Félix, ce soir sur Twitter, on trouve le hashtag 6 novembre 11h25. Le hashtag tiré des calculs, de ce collectif Les Glorieuses dont on parlait tout à l'heure sur les inégalités de salaire entre femmes et hommes, 15,4% de moins pour les premières. Calcul que reprend parmi beaucoup d'autres le compte Twitter de la CFDT. Les femmes en France travaillent désormais gratuitement jusqu'à la fin de l'année. La CFDT s'investit dans les entreprises et les administrations pour des avancées concrètes en matière d'égalité salariale. Ce calcul des Glorieuses et ce mot dièse 6 novembre 11h25, il est repris par beaucoup de militantes, forcément, notamment de gauche, mais pas que. Enfin, à vous de juger. Une certaine Elisabeth Borne, par exemple, tweet elle aussi ce matin à 11h25. Il est 11h25 en France. Les femmes travaillent désormais gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Mixité des métiers, orientation professionnelle, accès aux postes à responsabilité, égalité salariale. Nous devons agir sur tous les leviers. J'y veillerai. Ce commentaire d'Elisabeth Borne lui vaut forcément quelques réponses un peu cinglantes, disons-le, comme par exemple celle du compte Détox Info qui lui répond, je cite, « Je vous rappelle que ce tweet est posté par la Première ministre, chef du gouvernement. Il suffit d'un décret pour exiger que les femmes soient payées à qualification égale que les hommes, pareil que les hommes. Et même, ajoute ce compte, même un 49-3 pour ce vote qui serait applaudi par tous. Alors imaginez un peu la scène. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Voilà. Bon, en général, c'est pas ce qui se passe en 449.3. Ceci est une fiction et un nom apparaît aussi dans la tendance ce soir, c'est Anne Frank. Oui, avec par exemple ce tweet partagé par l'avocat William Goldnadel qui nous partage un article du Figaro et qui écrit « Allemagne, une crèche nommée Anne Frank veut se débaptiser pour trouver un nom plus ouvert. Ce nom de l'héroïne hollandaise est jugé pas assez ouvert. » En écrivant ton journal du fond de ton placard. Et cette décision de cette crèche allemande, figurez-vous, elle fait couler beaucoup d'encre, enfin façon de parler, puisqu'on parle des réseaux sociaux, en tout cas sur Twitter, beaucoup s'indignent que cette crèche veuille se débaptiser avec une telle raison invoquée. Et moi, je voudrais pousser un coup de gueule pour quelque chose qui ne buzz pas, et je ne trouve pas ça normal. Un coup de gueule pour défendre un élu de la République, un député très précisément, qui a été victime de menaces de mort sur les réseaux sociaux avec un dessin d'attaque au couteau et un photomontage en mort dans un cimetière. On n'est plus surpris tant les réseaux sociaux sont devenus des poubelles via l'anonymat, mais ce qui me scandalise, c'est que ce député a porté plainte le mardi, que le voyou qui a publié ces menaces a été arrêté le jeudi, jusque-là tout va bien, sauf que la plainte a été classée sans suite dès le lendemain, donc le vendredi. Nous sommes en compagnie de Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Carl Olive, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Bonsoir. Dites-moi si je me trompe, mais on nous avait pas promis l'impunité pour les agresseurs d'élus, c'était une promesse en l'air ? Bon, d'abord, c'est compliqué pour un élu de la République de commenter des décisions de justice. Enfin, on respecte évidemment les uns et les autres, et moi je crois en la justice de mon pays. Et d'abord, je voudrais remercier les services de l'intérieur, Gérald Darmanin et ses équipes, dans le département des Yvelines où je suis, cher Philippe, ancien maire de Poissy, où ça m'est arrivé, le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, le directeur départemental de la sécurité publique, Julien Defer, et le service du commissariat où je suis allé porter plainte le mardi soir quand j'ai appris le mardi dans l'après-midi par des amis le fait que des photos, montages circulaient pour demander mon assassinat et ma décapitation. Ce qui est compliqué, moi j'en ai pas parlé, c'était mardi dernier, vous voyez ça fait presque une semaine, on se parle, on est aujourd'hui lundi soir, j'en ai pas parlé parce que je veux pas jeter de l'huile sur le feu. Mais vous, comme d'autres, ont eu accès à ces images potentiellement et
Et après, je me suis dit, mais il faut montrer en fait ces abjectes images et le fait que plus haut, plus loin, plus fort dans la provocation, dans la haine. Je ne sais pas s'il y a une cause à effet, mais il se trouve que mardi dernier, le jour où ça s'est produit, j'avais effectivement dit sur une antenne d'une radio publique que vous connaissez, que je pensais, et je le pense, que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société, et j'étais allé dans la provocation plus loin en disant qu'il devrait être fiché S. Comme par hasard, l'après-midi, je reçois ça. On peut être évidemment totalement adversaire en matière politique, j'en sais quelque chose, je prends des coups, j'en donne, et je pense que c'est aussi le sel de la démocratie. Mais aller dans ce type de haine, et derrière vous apercevez que finalement, comme me l'a dit un internaute, plutôt comme l'a écrit un internaute hier au soir, cher Philippe, en disant on a encore de la marge, autrement dit, on peut encore aller plus loin dans la provocation, puisque de toute façon c'est classé sans suite. Ça, c'est vrai que c'est dérangeant. J'ai une famille. Vous le savez, j'ai une famille. Moi, je suis entre guillemets, je me barricade. Si j'avais voulu faire un métier protégé, j'aurais pas fait. Karl, les vraies voix veulent réagir. Philippe Bilger. Monsieur le député, mon cher Karl, les menaces dont vous avez été l'objet sont abjectes. J'en ai bien conscience. Mais est-ce que la situation aujourd'hui n'est pas pire? Elle devient infiniment angoissante parce qu'on sait que les menaces peuvent être mises à exécution. Est-ce que vous ne partagez pas cette inquiétude que j'ai? Philippe Bilger, vous savez, c'est pas la première fois que je suis menacé, puisque ici, chez moi... Je parle en général, Karl, bien sûr. Il y a une personne qui a voulu entrer dans mon domicile, qui m'a fait des menaces de mort, une personne qui m'attendait en robe de chambre à 7h du matin avec une arme à poing, etc. quand je me suis déplacé à la mairie de Poissy. Il ne faut pas s'étonner qu'en un an, il y ait 32% d'augmentation de menaces sur les élus de la République. C'est pour ça que je voulais pas parler. Je dis simplement que je suis pas un cas isolé, je me plains pas. Je dis simplement qu'il faut qu'on soit vigilant parce que dans ce pays, on a un vrai sujet de la relation à l'autorité de l'État. On a un vrai sujet de défiance face aux politiques. Si jamais on ne respecte pas l'élu politique qui endosse la responsabilité quelque part de la République, quand on touche un élu, on abîme la République et on abîme la France. Karl Olive, juste 2 secondes, Christophe Madrol, parce qu'on est très en retard. Karl, nous étions ensemble avec Gérald Darmanin à Tourcoing. Moi, la question que je voudrais te vous poser rapidement. On n'a pas besoin de... Il n'y a pas de question. On aura ce débat. Bon courage, Karl. Je pense effectivement, comme Philippe David, ce qui t'arrive, c'est purement et simplement imbécile. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Karl Olive, d'avoir été avec nous. Je suis désolée, mais on est pris malheureusement par le temps. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, en tout cas, de nous raconter ce qui vous est arrivé. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix avec vous, Philippe Bilger. La puissance odieuse des mots. Christophe Madrol, on parle de quoi? Le bonheur de se promener dans les bois. Et avec vous, Pierre-Yves Martin. La parole en politique. On en parle dans quelques instants. Pardon pour le retard. 0826 300 300. On revient dans un instant. C'est les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h. Et dans cette émission, des vraies voix ensemble jusqu'à 19h tous les jours, du lundi au vendredi. On a l'impression qu'on est ouvert, c'est un magasin, c'est-à-dire rentrez, vous êtes ici chez vous, c'est votre maison, Sud Radio. De la lumière, vous rentrez. C'est ça, absolument. Vous avez. J'en ai vu qui sont sortis. Oui, ils ne sont jamais revenus. Vous pouvez revenir, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Allez, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Christophe Madrol, conseiller régional Sud, et Pierre-Yves Martin, consultant. Et tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous voulez parler d'une mannequin qui a fait parler d'elle la semaine dernière en riant d'un bébé brûlé vivant dans un four dans un kibboutz en Israël. Oui, j'ai été évidemment indigné, comme beaucoup de gens, par la première pensée odieuse de cette femme, Wanda Anwar, qui demandait à propos de ce malheureux nourrisson brûlé vif si on avait le droit de l'assaisonner avec du sel et avec du poivre. Immédiatement indignation, on ordonne une enquête. À peine est-elle sortie de garde à vue qu'elle dit « Ah, les sionistes m'ont dénoncé ». En quelque sorte, elle continue sur le même rythme. Et je me suis dit, au fond, la puissance odieuse des mots est telle qu'elle va gagner forcément un jour. Imaginons que demain, elle remette ça. Eh bien, on va pas à chaque fois ordonner une enquête. Même au pire, on la condamnera. Mais elle continuera. Il y a un moment où la malfaisance verbale bute
presque nécessairement sur les limites judiciaires. Et ces êtres odieux, parce que c'est odieux, franchement, gagnent. Alors, je vous donne une info qui est tombée dans le Parisien cet après-midi, c'est que contrairement à ce qu'elle affirmait, la mannequin Warda Anwar n'a jamais été en garde à vue. C'est le Parisien qui a sorti ça en courant de l'après-midi. En plus. Christophe Madrol. Oui, quand vous m'avez demandé de venir sur cet événement plateau. Pour réagir à ce que dit Philippe. Hein. Ah, d'accord, pardon. Non, mais complètement d'accord avec toi, Philippe. C'est débile. Incroyable. Les mots qui sont dits aujourd'hui vis-à-vis de cette femme et qui en remet, le buzz appelle le buzz. Voilà, c'est systématique. Ces gens-là, à un moment donné, qui se la ferment. Et ça fera du bien à nos oreilles, à notre cerveau et à notre santé mentale. Mais il faut surtout éviter de retweeter ce genre de choses. C'est à nous de dire stop, de dire comme Philippe notre indignation. On est certainement trop passif au quotidien sur les dérapages, les interventions des uns et des autres. Il y a un devoir individuel et collectif d'être attentif à ce que veut dire un mot et de cesser quand il faut cesser. Mais peut-être de l'écraser par l'indifférence. Ça, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire de ne pas retweeter. Exactement. Tout à fait. Mais par contre... Pardon, Cécile Philippe, c'est le fait qu'elle peut continuer. À un moment donné, on la condamnera, mais elle s'en fiche d'une certaine manière. Elle pourra proférer des horreurs. À un moment donné, la justice sera limitée face à l'illimité de sa haine. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même que la justice, elle a quand même le bras particulièrement mou? C'était mon coup de gueule vendredi, quand vous voyez l'imam de Beaucaire qui appelle à tuer les juifs, 8 mois de prison avec sursis, elle va dire j'ai fait de l'humour, c'était peut-être pas de très bon goût, elle va peut-être prendre 150 € d'amende, je sais pas, ou 200 € d'amende, parce que quand on voit qu'un appel au meurtre, c'est 8 mois avec sursis, ça pose question, non, Philippe Bilger? J'avais cru vous avoir convaincu vendredi dernier à la suite de ma réponse. Ah mais vous m'aviez pas convaincu et je pense que vous avez pu réfléchir pour le week-end. Ah, vous lui donnez des devoirs à faire le week-end, c'est ça? Absolument. Absolument. Et visiblement, il en a que faire. Christophe Madrol, les bienfaits d'une marche en forêt. Oui, Cécile, Philippe, j'aurais pu vous parler de la chute de la baisse de la natalité, la baisse de la biodiversité, la baisse de l'Alaska, l'état de la Terre. Mais hier, j'ai voulu me vider la tête de ce monde très compliqué, de ces informations, et j'ai pris ma fille de 6 ans et je suis allé à la grotte de Marie-Madeleine sur la Sainte-Baume, dans le Var, et j'ai escaladé, j'ai traversé une forêt primaire. Une forêt primaire, ce sont une forêt qui n'est pas entretenue par les bûcherons, il y a des champignons, il y a des glands, il y en a dans d'autres endroits, dans la forêt, il y avait des glands. Pourquoi vous dites ça en me regardant? Parce que quand je vois Philippe David en parlant de glands, quand je parlais de glands, je savais que Philippe David allait faire une blague, comme Philippe David fait des blagues sur les glands. Donc, cher gland. Et je me suis ressourcé, et en parlant depuis 48 heures, on m'a parlé d'un livre qui est La vraie vie des arbres, et tout à l'heure, en venant sur ce plateau, j'ai eu la chance de partager un grand moment de bonheur avec mon ami Philippe Bilger, qui lui-même hier est allé se promener. Et je pense que si on a un message à se donner aujourd'hui dans ce monde, et on n'est pas des bisounours, ce monde qui est compliqué, qui nous prend la tête, qui nous rassasie d'informations souvent très bêtes, aller prendre l'air et marcher dans les forêts et respirer l'air pur, ça nous fait du bien. Mais Christophe, avec beaucoup de tendresse et un peu d'ironie, parle d'un point de vue très rafraîchissant. Hier, en effet, près de Tours, j'ai pu marcher dans un magnifique chemin près du Cher, et vous avez raison, Christophe, on se moque trop de ces voluptés bucoliques. Je trouve que on revient dans les vraies voies, encore davantage en pleine forme, et c'est un bonheur. Pierre-Yves Martin, vous avez raison, parce que je voulais partager avec vous hier, je suis allée visiter l'abbaye des Vaux-de-Cernay, c'est sublissime, donc je vous invite à y aller, et c'est vrai que de marcher dans la forêt, ça a fait beaucoup de bien. Voilà, donc, comme quoi. Et ben moi, Christophe, je voulais te remercier parce que je trouve ça super sympa, également Philippe, naturellement, mais je trouve ça super sympa de partager une histoire, un récit, un vécu juste simple, positif, vivant, d'aller se promener dans une forêt, de se retrouver, de sentir, de redécouvrir, de se réoxygéner. Voilà, on est abasourdi par toutes ces mauvaises nouvelles dramatiques, ces comportements dramatiques, etc. Et là, c'est du simple, c'est du vivant, donc je suis content. Merci.
pour trouver une un tour de forêt, table. Philippe David, c'est un truc, un endroit où il y a des arbres, où il n'y a pas de télévision et où il n'y a pas de match de foot. Vous voyez, Non. ça doit pas. Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre dans les forêts. Et puis les arbres, voilà. Non, il y a des arbustes. Des arbustes. Non, mais il mais y a je pas me d'arbustes. moque de Philippe, mais Philippe est un amoureux de la nature, comme on le sait tous. Voilà. Ah oui, absolument. Chantal Goya. Et il est amoureux de sa propre nature aussi. Allez, restez avec nous. Il a raison. Excusez-moi, mais commenter un tour de table de ce niveau, il y avait du boulot. Hein. Ah ouais, non, mais c'est beau ça. C'est ça. Alors, de tout ton être, Philippe. Magnifique endroit. Absolument, c'était un très bel endroit. L'abbaye des Vaux-de-Cernay, je vous invite Vous y à y aller. auriez passé la nuit, peut-être? Non, pas du tout. J'ai juste un brunch, comme on dit. Voilà, vous restez avec nous dans un instant, la suite de notre tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Yves Marter qui reviendra sur le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui a annoncé qu'il ne participerait pas aux prochaines rencontres de Saint-Denis le 17 novembre. On en parle dans un instant. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et toutes nos vraies voix. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, vous nous en redemandez bien entendu, avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Christophe Madrol, conseiller régional Sud Radio, de Sud, pardon, pas Sud Radio, mais Sud Radio aussi. C'est ça. Monsieur du CSA, bonjour. Pierre-Yves Martin, consultant aussi, et vous au 0826 300 300, et il y a quelques instants on évoquait le tour de table de l'actu des vraies voix. Pierre-Yves Martin, vous vouliez revenir sur le Olivier Faure, qui a décidé finalement de boycotter une rencontre à Saint-Denis le 17 novembre prochain. Exactement. Alors d'abord, quand j'ai appris cette nouvelle ce matin ou ce midi, je ne sais plus, j'ai été un petit peu agacé parce que j'ai pas bien compris le principe de démocratie qu'il mettait en avant pour tenter d'expliquer son positionnement. Et je me suis après interrogé sur la parole en politique et je me suis posé la question, est-ce que la parole politique a encore du crédit ? Alors, intuitivement, j'aurais répondu comme ça, non, elle a plus de crédit, etc. Mais comme c'est le président de la République qui invitait pour ces rencontres du 17 novembre de Saint-Denis, je me suis interrogé sur la parole présidentielle. Et je constate que depuis quelques temps, je ne sais pas, quelques mois, peut-être 1 an, 2 ans, la parole présidentielle ne semble plus avoir de prise, d'effet mobilisateur, de mobilisation, d'unité, de cohérence. En tout cas, quand les Français entendent le président, et ça n'a rien contre le président actuel, mais la posture présidentielle ne semble plus être sans faille, sans possibilité d'être préservée. Et du coup, je me suis posé la question de savoir pourquoi cette parole n'était plus audible. Et apparemment, sociologiquement, il a dû se passer quelque chose en 12-24 mois. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en 12 ou 24 mois, les Français se sont retranchés. On considérait que la statue du président de la République n'existait plus dans le schéma politique et que, en fait, la politique n'avait plus d'importance. Et donc, du coup, il y a cette espèce de recentrage. Et je me suis posé la question, mais alors, à ce moment-là, la classe politique, un dirigeant de parti politique comme Olivier Faure, pourquoi refuse-t-il un échange, un débat qui est le cœur même de la démocratie ? Et bien sûr, il y a une tactique politicienne, il y a plein de raisons. Mais je me suis dit, en fait, peut-être que la réponse par rapport à cette crise sociétale qu'on vit, qu'on rencontre, peut-être que la réponse, c'est à nous, citoyens, de la trouver, c'est-à-dire en revenant sur des fondamentaux qui consistent à nous parler. Et on ne se parle plus, on ne débat plus, et notamment on ne débat plus de politique. Donc il y a certainement une volonté, une obligation, un devoir de chaque Française et de chaque Français de repartir sur l'échange, sur le fait de se parler et donc de s'écouter. Philippe Bilger. Pour Olivier Faure, très rapidement, à tort ou à raison, il pense sans doute que sa parole sera instrumentalisée par un président. Et sur le plan plus profond que vous évoquez, Pierre-Yves, il me semble qu'il y a 2 niveaux. D'abord, la parole présidentielle est moins écoutée parce qu'il y a eu trop de promesses qui n'ont pas été tenues tout au long de notre histoire. Et je crois qu'il y a quelque chose de spécifique à Emmanuel Macron dans le genre de détestation d'une parole qui émane d'une personnalité qu'on n'aime plus du tout, et ça dépasse très largement le champ politique.
Christophe Madrol. Merci, je partage beaucoup ce que vous avez dit. Olivier Macron, c'est-à-dire Olivier Faure. Olivier Faure n'a pas le même calendrier électoral qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne sera plus le président de tous les Français dans quelques années. Et son histoire politique s'arrête là. Il n'a pas de parti politique derrière, donc de fait, la représentativité de Renaissance sur les territoires, et ça n'existe nulle part. Ils tiennent pas les régions, ils ont très peu de villes, ils ont rien. Ils ont le premier groupe parlementaire. Oui, d'accord, mais après, si une candidate ou un candidat issu d'un rang différent est élu, on sait très bien que l'élection ne se fera vis-à-vis de la candidate ou des candidats qui seront élus. Et il n'y aura pas de candidat Emmanuel Macron aux prochaines présidentielles. Ce qui se joue pour Olivier Faure aujourd'hui, c'est s'affirmer comme le leader de la gauche. Point. C'est qu'aujourd'hui, on sait que Mélenchon est en difficulté, vu les prises de position stupides, imbéciles qu'ils ont tenues depuis le 7 octobre. On voit que Marine Tondelier, avec les Verts, est en train de zoner, à gérer la chèvre et le chou avec ces histoires-là. Donc à gauche, il y a un leadership à prendre, et Olivier Faure veut le prendre. J'y crois pas. Mais sa stratégie à lui, c'est de s'imposer comme le leader de la gauche pour être candidat à la prochaine présidentielle. Et être le leader de la gauche, ça consiste à boycotter en disant, vous voyez, moi je suis assez radical aussi, je suis pas prêt à aller avec Macron. Mitterrand avait dit une très belle phrase, c'est qu'un congrès du Parti Socialiste se gagne à gauche et le Parti Socialiste se gère au centre. C'est ce que fait Olivier Faure, c'est qu'en se radicalisant, il veut être le candidat de la gauche pour les prochaines présidentielles, sachant très bien qu'Olivier Faure n'est pas non plus un foudre de guerre, et de toute façon la gestion centriste du Parti Socialiste restera toujours ce ventre mou de la Ve République. On avoue, ça venait de se radicaliser, hein, donc Pardon, on voit où ça a mené Jean-Luc Mélenchon, le côté radical. Est-ce que Olivier Faure doit suivre cette ligne? Ah mais à quelques voix près, Mélenchon pouvait devenir président de la République. Il ne faut pas oublier le score. Si nous avions une élection présidentielle... Non, il était battu dans tous les cas de figure au second tour. Au second tour. Oui. D'accord, mais il pouvait être au second tour. Oui, mais il était battu par tout le monde. On est d'accord, mais il était au second tour. Mettre un candidat d'extrême gauche au second tour en France, comme il y a eu Jean-Marie Le Pen, candidat d'extrême droite mis au second tour d'une élection présidentielle, ça s'est jamais vu en France. C'est ça que je veux dire, c'est que aujourd'hui, une candidature d'Olivier Faure à la présidentielle qui arriverait à rassembler du Parti communiste jusqu'aux sensibilités LFI hors clan Mélenchon, peut être au second tour de la présidentielle. Et le second tour de la présidentielle, face à Marine Le Pen, ça, je lis pas dans le marc de café, mais il y a effectivement un espace politique qui peut s'ouvrir. Renaissance est très divisé. Je finis ce que tu disais. Bah non. Non, bah oui. non. Bah oui, tu as raison, mais Cécile, vous avez raison. Oui, voilà. Faut expliquer que, excusez-moi, il lit peut-être le tarot de Marseille. Hein, comme il est de Marseille, à défaut du café. On ne sait pas. Allez, vous restez avec nous parce que en cette journée de rentrée des classes, certains professeurs vont devoir répondre aux questions des élèves sur le conflit israélo-palestinien. Avec cette question, est-ce que les enseignants sont-ils suffisamment formés pour expliquer justement ce conflit? Jérôme Fournier est avec nous, professeur d'histoire géo et secrétaire national du SE UNSA. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que pour traiter le sujet, les profs doivent-ils se calquer finalement sur la position officielle de la France vis-à-vis des élèves? Non, les profs ils doivent se calquer sur l'éclairage historique. Il n'y a que ça aujourd'hui qui peut permettre aux élèves de mettre en perspective ce qui se passe en Israël et en Palestine en ce moment. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez donner votre avis, vous êtes les bienvenus. Jusqu'à 19h, à tout de suite. Si vous venez de nous rejoindre, on vous remercie en tout cas de votre fidélité. 0826 300 300, c'est le numéro qu'il faut absolument composer si vous voulez échanger avec nos vraies voix du jour, avec Philippe Bilger, avec Christophe Madrol, conseiller régional sud, et Pierre-Yves Martin, consultant. Et vous, bien entendu, allez tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comment aborder le conflit israélo-palestinien dans les salles de classe? Question à laquelle sont confrontés les professeurs d'histoire géo en 3e et en terminale. Le sujet peut aussi s'inviter en cours d'éducation civique, et lorsque les élèves s'assimilent à un camp ou à un autre, en tout cas le sujet peut devenir totalement inflammable. Le ministère belge de l'enseignement a même mis en place une fiche pédagogique pour aider les enseignants. On va en parler avec notre invité du jour, Jérôme Fournier, qui est avec nous, professeur d'histoire géo et secrétaire national du SA
UNSA. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, c'est toujours très difficile pour le corps enseignant justement de se positionner face à des sujets forts. Oui, en même temps, comment dire, la question de Sud Radio est évidemment pertinente, mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on se la pose. Je veux dire par là que si nous étions dans un monde de l'éducation normale, et notre secrétaire national l'a dit tout à l'heure en faisant cette réponse rapide, ce qui doit déterminer l'enseignement, c'est l'histoire qu'on a à raconter. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de conscience de la part des professeurs d'histoire et de géographie. Ils ont tout simplement le support historique et factuel du conflit israélo-palestinien et ils le racontent à leurs élèves. Alors reste que de plus en plus d'élèves, me semble-t-il, d'après ce qu'on dit, n'acceptent pas une relation objective de l'histoire. Et je me souviens de quelque chose qui m'a stupéfié. Un professeur avait dû avouer qu'il n'avait pas osé parler de l'extermination des Juifs en faisant un cours sur le nazisme. C'est comme si on éliminait le capital. Donc, c'est intéressant, j'attends tout à l'heure ce que dira le secrétaire national. Est-ce qu'il est compliqué aujourd'hui de se greffer tout simplement sur l'histoire telle qu'on la connaît? Pierre-Yves Martin. Moi, je pense que déjà, pour rebondir, Philippe, il y a un sujet de mémoire. C'est que ce conflit est tellement vieux que chacun peut avoir des limites en termes de compréhension et de prise en compte des éléments factuels historiques. Le deuxième élément, c'est que on est plus, à mon avis, sur un besoin d'éléments de langage. Parce qu'il y a une sensibilité qui est accrue dans l'auditoire d'une classe scolaire et qu'il y a peut-être des mots qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne peut plus dire parce qu'ils risqueraient d'être mal interprétés ou de déclencher des réactions. Ou de heurter. Ou de heurter, exactement. Et puis le dernier élément, et pardonnez-moi par avance pour ce sujet-là, c'est que, en fait, selon moi, le sujet, c'est pas comment restituer le conflit israélo-palestinien. Ce qui s'est passé, pour moi, c'est l'expression d'un terrorisme sauvage. Et rien de plus, rien de moins, finalement. J'ai l'impression qu'on a déplacé cette escalade terroriste du Hamas vers une modalité de conflit entre Israël et Palestine. Mais le Hamas, c'est pas Palestine. Donc du coup, pour moi, c'est comme si on avait fait un peu un hors-sujet. Christophe Madrol. Moi, ce qui est hallucinant depuis 7 octobre, c'est qu'on me demande systématiquement partout où je vais de prendre position pour Israël ou pour Palestine, me remémorer l'histoire de ces pays, etc. On me demande d'avoir un avis sur quelque chose et je n'ai plus d'avis. Je n'ai plus d'avis. Je suis d'origine juive. J'ai mes amis palestiniens, je sais ce qui se passe en Palestine et je sais ce qui se passe dans la bande de Gaza pour avoir été à multiples reprises avec Bernard Kouchner, que ça soit en Cisjordanie ou en Palestine. Je connais la situation, mais j'ai pas envie d'avoir d'avis. Et quand on est prof, à un moment donné, je suis d'accord avec toi, Philippe. On n'a pas à donner son avis politique sur une situation. On reste sur les faits. Les accords de 48, les accords de 67, les accords de Camp David. Et les enfants, les jeunes, feront leurs propres décisions. Et si, dans la classe, certains veulent avoir un avis, très bien, on est libre d'avoir un avis. Et bien cet avis, ils peuvent l'avoir à l'extérieur de l'école et pas en classe. Je suis assez dur quand je dis ça, mais je suis fasciné et un peu énervé aussi. Systématiquement, tous les soirs, où je vais boire un coup au bar du coin près de chez moi, on me demande mon avis sur le conflit israélo-palestinien. Mais tous les soirs, là, chez moi, je connais la situation, ça me peine autant que vous, mais là, chez moi, je n'ai pas d'avis par rapport à ça. Jérôme Fournier, professeur d'histoire géo et secrétaire national du SE-UNSA pour répondre à l'ensemble des vraies voix et qui va même peut-être proposer de boire un coup à Christophe Madrol au bar à côté de chez lui, tant il est sympathique. On vous écoute. Oui, non, mais les profs sont neutres politiquement, c'est leur rôle. Hein. On n'a pas le droit de donner notre avis politique. Donc, un prof d'histoire géo qui est interrogé, et pas seulement en troisième ou en terminale finalement, un prof d'histoire géo qui est interrogé par ses élèves, parce que eux, ils sont interpellés par l'actualité et ils ont envie de l'éclairage de leur prof pour se faire une opinion, et il est là pour les éclairer.
Et effectivement, il y a des faits historiques, il y a la géopolitique qui permettent d'expliquer et aussi de prendre du recul. C'est notre rôle, à nous, profs d'histoire géo, c'est de prendre du recul par rapport à des opinions. Donc, c'est l'objectif du prof quand il répond à ces interpellations-là. Aujourd'hui, en termes d'actualité, en dehors de son cours, en fait. Mais Jérôme Fournier, j'imagine qu'en tant que professeur face à des élèves, il y a certains élèves qui vont argumenter, forcément. Le but aussi, c'est de fabriquer un peu de discernement à ces élèves. Difficile de ne pas sortir de son rôle, en fait, pour l'argumentation. C'est notre rôle, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais sauf que quand on fait un cours sur le Moyen-Âge ou sur la Rome antique, on voit pas on n'a pas la même perception des choses. Forcément, quand on fait de l'histoire contemporaine, de toute façon, ça a des répercussions sur le présent. Donc, et là, c'est le présent qui vient confronter l'histoire contemporaine. Mais c'est le quotidien du prof tout le temps, d'argumenter et de savoir créer un argumentaire chez les élèves. Après, les élèves, ils sont comme n'importe qui. Ils ont leurs opinions et ils se construisent aussi comme citoyens. Et donc, on ne va pas demander à des citoyens de ne pas penser. Mais nous, on est là pour les éclairer et leur permettre de penser. Et on ne choisira pas leur point de vue. Philippe, je voudrais poursuivre l'interrogation qui vient d'être formulée par Cécile de Ménibus. Est-ce que tout de même l'une des difficultés de l'enseignement d'aujourd'hui n'est pas que précisément les classes, enfin au niveau de ce que vous enseignez, ne sont pas précisément fracturées par des convictions lorsqu'elles arrivent à l'école? Est-ce qu'au fond, on peut enseigner objectivement le conflit israélo-palestinien en sachant peut-être que dans la classe, des préjugés sont déjà installés? Et pour compléter, est-ce qu'on vous a envoyé du matériel pédagogique depuis le 7 octobre? Est-ce qu'on vous a... Quels sont les outils qu'on vous a transmis pour parler de ce conflit? Alors, si je commence par la dernière question, moi, dans mon académie, j'ai rien reçu de particulier. Habituellement, le ministère, en France, il envoie rarement des documents comme ça sur des sujets d'actualité dont on pourrait avoir besoin au quotidien. C'est plutôt les inspecteurs qui font ça. Moi, dans l'Académie de Montpellier, j'en ai eu par exemple au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Les inspecteurs nous avaient envoyé des documents qu'on pouvait utiliser ou pas avec nos élèves. Donc là, moi, j'en ai pas eu. J'ai essayé de faire le tour un peu. J'ai pas le sentiment que ces documents aient été fournis dans d'autres académies, mais peut-être tout simplement parce que cette question-là de la naissance de l'État d'Israël en 48 et de son histoire, elle est inscrite pleinement dans les programmes, contrairement à la guerre en Ukraine qui n'en fait pas partie. Donc c'est peut-être pour ça, tout simplement, les inspecteurs considèrent probablement que les profs d'histoire géo sont à même, sont outillés déjà pour répondre à ces questions-là. Ouais, restez avec nous à 0826 300 300, direction la Haute-Garonne avec René. Bonsoir René. Bonsoir René. René ? René, vous êtes avec nous ? Oui, vous êtes bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Alors, je voudrais dire une chose très importante que le public ne sait pas. Bien avant qu'on recrute des professeurs sur le Bon Coin, il y a 15 ans déjà, la majorité des professeurs d'histoire, c'était pas le cas dans toutes les matières, mais la majorité des professeurs d'histoire, c'est-à-dire les 2/3, étaient des vacataires. C'est-à-dire des gens qui ont une licence et du piston auprès du rectorat. Et qui étaient très ignorants. Je vous donne un exemple. Alors, quand on a créé les cours d'histoire avec l'école, c'était pour créer des patriotes. Parce qu'en 1870, vous avez de mémoire 88% des Aveyronais qui ne sont pas allés au front, 91% des Lotois et 93% des Cantaliens. On ne pouvait pas mettre en tôle des populations entières. Donc on a créé des patriotes. Ensuite, le rôle de l'histoire, c'est-à-dire maintenant, depuis 1945 en gros, c'est de créer des citoyens. Et pour les citoyens, il y a une grande lumière qui est l'Athènes de Périclès. Or, dans un devoir commun, mes élèves ont perdu 5 points parce qu'une certaine Madame Comte, qui se faisait appeler Madame Cusonnier de son nom de jeune fille, et une Madame Beckworth, ont jugé que la démocratie athénienne
ne valait rien parce que les femmes ne votaient pas. Ce qui est absurde, puisque si elles avaient voté, elles auraient voté comme leur mari à l'époque. Bon, mais enfin, c'est pour vous dire le niveau. Autre chose, une personne qui maintenant est vieille, certainement, mais quand j'avais moi un peu moins de 40 ans, cette personne qui devait avoir 4 ou 5 ans de plus que moi, qui a donc dû suivre le même enseignement que moi à l'école primaire, à savoir la Révolution française tous les ans, a été catastrophée parce que tout d'un coup, en seconde, il y avait la Révolution française au programme. Elle demandait, tu connais toi la Révolution française? Elle y connaissait rien. Mais moi, si on me donnait un sujet nouveau, c'est arrivé une fois en seconde, ça m'aurait passionné. L'histoire m'a passionné. J'ai été prof d'histoire, j'ai fait des études d'histoire par passion. Oui, mais et il y a des gens qui font des études d'histoire parce qu'ils sont nuls en anglais et nuls en maths. René, ce que vous voulez dire, si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est que certains professeurs ne sont pas aptes forcément à traiter de l'histoire. C'est ça que vous voulez dire? Tous les vacataires sont totalement ignorants en histoire. Allez, vous restez avec nous, ça sonne. C'est-à-dire les 2/3. Et alors, par exemple, pour reprendre le sujet, bon, moi, les conflits en Asie, puisqu'Israël, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, tout ça, c'est en Asie. Les conflits en Asie me passionnent pas. Mais ce qui m'énerve, c'est les erreurs historiques ou alors les monstruosités. Du genre, il n'y a eu que 500 morts le 7 octobre, alors que de toute façon, ce qui est scandaleux, c'est que le but des assassins était de tuer 6 millions de juifs s'ils avaient pu. Donc, c'est pas le nombre qui est important là-dedans. C'est la volonté de 500. On est à plus de 1000. Allez, restez avec nous, René, 0826 300 300. Simon est avec nous aussi pour réagir. Simon, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Bon, mais il faut quand même partir d'un principe que l'éducation nationale devrait justement, par rapport à ces événements, évoluer et peut-être se moderniser, comme les Belges, fournir des éléments de langage pour peut-être aider certains professeurs, comme ça a été dit précédemment, un tout petit peu déficients, si je peux me permettre le terme. Et d'autre part, éviter aussi, conserver absolument une connaissance historique de la création d'Israël et des événements qui en ont découlé, et donner ces éléments-là de manière très objective et non pas idéologique, comme certains professeurs ont la fâcheuse habitude d'avoir sur des événements aussi marquants. Donc, pour permettre aux élèves au moins d'avoir les bases de connaissances, peut-être réviser un positionnement qui a été inculqué par des influences, que ça soit culturelles ou familiales, et peut-être les deux à la fois, et leur permettre peut-être d'avoir une vision peut-être un tout petit peu plus réaliste des événements. Jérôme Fournier, est-ce que vous auriez, vous, parce qu'on se rend compte, que de plus en plus d'élèves sont interventionnistes et arrivent effectivement avec leur idéologie et c'est pas toujours évident. Est-ce que vous auriez aimé avoir justement de l'éducation nationale, peut-être un petit document pour vous aider? Un référentiel, comme on dit. Oui, peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable et qui pourrait servir? Alors d'abord, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par votre auditeur tout à l'heure. Il n'y a pas 2/3 de vacataires dans l'éducation nationale. Dans le second degré, c'est 8%, et il n'y en a jamais eu autant aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Donc c'est pas vrai. Et quand on affirme des choses comme ça, il vaut mieux arriver avec des preuves, et là, pour le coup, c'est le cas. Alors pour répondre à votre question, je ne sais pas si... moi, je n'estime pas avoir besoin d'éléments de langage de la part du gouvernement. Tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir si le prof d'histoire, aujourd'hui, il devait s'en tenir à la position du gouvernement sur cette question-là. Je vous ai dit que non, parce que moi, je pense que c'est un regard historique et géopolitique qu'il faut avoir. Mais là, si on a la prose du gouvernement, on pourrait ensuite nous accuser d'être les porte-parole de la position du gouvernement, alors que notre rôle, c'est de l'utiliser, cette position du gouvernement, et peut-être aussi utiliser la position des contestataires pour que nos élèves comprennent pourquoi les uns disent ça, les autres disent peut-être le contraire, n'ont pas la même position. C'est notre quotidien. Donc, moi, je ne crois pas que les profs aujourd'hui aient besoin de d'être soutenu en tout cas de cette façon-là. Celle en Belgique, elle est quand même assez décriée de ce que j'ai vu. Alors moi, j'ai pas réussi à la voir parce que je l'ai pas trouvée en accès libre, mais elle est assez décriée, donc je sais pas ce qu'il y a exactement dedans, mais non, c'est pas forcément utile. Et puis les profs, même quand ils n'ont pas eu le concours et qu'ils sont contractuels, ils ont tous une formation d'histoire ou de géographie quand ils deviennent profs d'histoire géographie. Attendez, juste une réponse très rapide. Je vous parlais pas de ça. Je vous parlais
que, à un moment donné, les élèves qui sont en classe vivent un traumatisme vis-à-vis de la situation que les médias relaient, comment l'enseignant prend ça en charge. Je ne vous parle pas d'un programme, je vous parle à un moment donné de cette question-là. Quand il y a eu les assassinats du prof d'Arras ou Samuel Paty, beaucoup de nos collègues éducateurs ou profs ont demandé un soutien, une supervision psychologique pour apprendre et approcher les élèves différemment. Oui, c'est ça, la pédagogie. Je suis désolée, on n'a plus le temps. Vous voulez juste répondre très rapidement, Jérôme Fournier ? Très court. Oui, enfin, très court, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Non, mais il faut arriver justement à les faire sortir de leurs émotions et de leur opinion. Oui. Et c'est à ça que sert notre discipline, en fait. Alors on y arrive ou on n'y arrive pas, mais au moins il faut fixer cet objectif. Merci mille fois Jérôme Fournier. Merci, c'était parfait. Vous êtes un très bon prof. Merci beaucoup Jérôme Fournier, professeur d'histoire géo et secrétaire national de SE UNSA. Merci beaucoup Philippe Bilger. À demain Philippe. Merci beaucoup Christophe Madrol. Merci beaucoup Pierre-Yves Martin. Merci beaucoup à nos auditeurs, à Simon et à tous nos auditeurs qui nous ont appelés. Dans un instant, les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros. On reviendra sur deux sujets très importants. On va en parler dans quelques instants. 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez partager en tout cas cette émission avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h et ce sera avec Philippe David. À tout de suite.